Les amis, n'est-on pas sur une microclim quand même, côté Pays-Bas? Match très différent de ce qu'on a vu du côté de l'Allemagne contre Curaçao. En même temps, on s'y attendait. On s'attendait aussi à un match assez intéressant avec deux styles de jeu, justement un petit peu opposés. Et je pense honnêtement qu'on a eu le match tactiquement, le plus intéressant du début de cette Coupe du Monde. Je m'attendais, pour être franc avec vous, que ce soit Brésil-Maroc plutôt. J'ai été un peu déçu pour être totalement transparent avec vous, surtout la deuxième mi-temps et notamment sur l'aspect technique des deux équipes. Là, il y a eu plusieurs phases de jeu, des équipes qui ont joué différemment, des équipes qui se sont adaptées, des équipes qui ont changé leur animation défensive, offensive pendant la rencontre. Donc vraiment plein de choses à dire. Un match qui a eu même limite 2, 3 visages différents, des rebondissements, un but dans les toutes dernières minutes et un match nul, 2 buts partout. Donc ouais, c'est très sérieux et on va en parler tout de suite. Hein alors, on emmerde qui? On emmerde qui? On emmerde qui? Donald Trump et son pays. Qui? Donald Trump et son pays de merde. Pays-Bas-Japon, mesdames et messieurs, comme je vous le disais, opposition un petit peu de style. On est sur un vrai 4-3-3 côté Pays-Bas, mais alors un vrai 4-3-3. En point de base, Frenkie de Jong, Reinders, Gravenberch, vraiment une belle équipe des Pays-Bas. En vrai, j'avais oublié qu'il y avait ce milieu de terrain qui, sur le papier, quand même assez alléchant. Le milieu de terrain des Pays-Bas, c'est quand même plutôt pas mal. Même une défense, les noms, c'est intéressant. En attaque, des joueurs capables de très bonnes choses, mais aussi des profils qui sont pas forcément tout le temps stables, constants dans leur performance. Donc voilà, ça peut être un peu difficile. Du côté du Japon, il y a marqué 3-4-2-1. Autant vous dire que ça a défendu, mais on va y venir une grande partie du match en 5-4-1 limite. Donc voilà, opposition de style. Ressort du match Gravenberch qui sera sorti avec 2 passes décisives et notamment la deuxième qui est extraordinaire, magnifique. On notera bien évidemment Ogawa qui a été le management bien vu à la 75e du côté du Japon. Ça c'était plutôt intéressant. Mais donc comme je vous le disais, on a vu un match qui a été divisé en plusieurs parties. Donc on a eu une première partie où déjà ça s'est décliné elle-même en 2 parties finalement. Il y a vraiment eu les 20 premières minutes, dans les 16 premières minutes qui ont été assez intéressantes, surtout du côté du Japon. Et après, il y a eu un virement du côté du Japon qui a rendu cette première mi-temps un petit peu plus ronronnante, ennuyante, si on ne se ment pas. Mais tout commence quand même par une action des Pays-Bas, de Malen. Ça commence tambour battant, il se retourne comme ça dans la surface de réparation, le joueur de l'AS Roma. Il va trouver l'arrêt du portier japonais. Donc ça commence tambour battant, et puis très rapidement, vous allez le voir, on a le Japon qui est intéressant, qui a différentes manières de défendre. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir défendre en coulissant dans tous les cas, mais que ce soit en phase haute, en phase médiane ou en phase basse. Et ça, c'est très bien. Et surtout, on a un Japon qui arrive à s'insérer à certains moments, encore une fois, là je parle dans les 15-16 premières minutes du jeu, dans le camp des Pays-Bas et qui va jouer d'une manière assez dynamique. Et notamment sur le côté gauche, qui est vraiment un secteur assez actif dans les 15 premières minutes. Et là, on voit, ça joue. Regarde, le passeur et la personne qui va recevoir le ballon sont dans la même demande. Il y a une équipe qui est vraiment connectée, disons-le, du côté du Japon. Et ça bouge, il y a du mouvement, c'est intéressant. Du côté des Pays-Bas, pour l'instant, aussi on essaye de bien faire les choses. Maintenant va arriver, là je vous montre 19e minute de jeu, et c'est là où commence vraiment ce qu'on va voir pendant toute le reste de la première mi-temps, cette défense basse du côté du Japon. Avant ça, je vous le disais, on a un Japon qui a proposé quelque chose d'intéressant dans son animation défensive. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un Japon qui se montrait sous un seul visage. On avait un Japon qui était capable de presser haut, les Pays-Bas, de les embêter, avec des joueurs qui avaient de la rigueur justement pour être en 1 contre 1. Un bloc médian, surtout du Japon, aussi très intéressant, avec toujours cette rigueur. Donc le Japon, c'est vraiment l'équipe rigoureuse par excellence dans sa manière de défendre. Et ce qui était intéressant avec ce bloc médian, c'est qu'au départ, les Japonais sont vraiment bien placés, donc de la rigueur dans le positionnement. On est face à nos joueurs, on est bien placé, et dès qu'on sent qu'il y a un joueur des Pays-Bas qui bafoue peut-être avec le ballon, qui va pas réussir à faire la différence individuellement, il commence à y avoir un joueur du Japon qui commence à monter vraiment sur lui, à le prendre en 1 contre 1, et tous ses partenaires, ils commencent eux-mêmes à monter sur leurs joueurs. Et donc, graduellement, le bloc médian monte, lui, crescendo de plus en plus. En fait, c'est un peu un jeu de tiroir, un jeu d'échelle, finalement, pour le Japon. Donc, d'un bloc médian bas même, on passe à un bloc médian, on passe à un bloc médian haut, et on passe à un pressing haut. Et ça, c'était très bien fait durant les 15-16 premières minutes du côté du Japon, et j'ai vraiment apprécié cette dynamique. Mais malheureusement, à partir de la 17e minute de jeu, 18e, 19e, ils ont stoppé. Et là, on est arrivé sur une formation défensive qui, moi, ça me plaît pas. C'est pas mon football. Voilà, défendre en 5-4-1. Encore une fois, oui, est-ce qu'ils ont les moyens de faire mieux, etc. C'est compliqué. Je vais pas rentrer là-dedans. Je vous dis juste que
Moi, c'est pas le football que j'apprécie. Et je préférais beaucoup plus ce qu'ils proposaient dans les 15-16 premières minutes que ce qu'ils ont proposé par la suite. Et donc là, on arrive sur la fameuse version, pour ceux qui suivent très bien ma chaîne principale, de comment attaquer un bloc bas. Voilà, c'est toujours extrêmement compliqué. Donc la formation des Pays-Bas, on l'a dit, elle est en 4-3-3, une ligne de 5 du côté du Japon, en face d'elle une ligne de 4 et un joueur qui va rester un petit peu en pointe. Comment trouver les espaces? Voilà. Du côté des Pays-Bas, ça va être extrêmement compliqué. Là, je vous mets une photo, 21e. Voilà, on a beau avoir des joueurs qui montent, etc. C'est compliqué. Trouver la solution face à un bloc bas. On a une tête de Malen ici qui est intéressante. Ok, c'est une des situations qui peut être générée. 37e minute, voilà, je vous montre aussi le Japon qui peut-être un petit peu à certains moments revenait sur un bloc médian, mais c'était vraiment extrêmement rare. Voilà, ça c'est le fameux bloc médian bas du Japon qui au bout d'un moment, hop, essayait d'attaquer directement les défenseurs centraux. On voit forcément un Frenkie de Jong qui redescend beaucoup, malheureusement trop à mon goût, alors que voilà, ça va être une des solutions que peut avoir les Pays-Bas, c'est responsabiliser tes défenseurs centraux. Il faut le faire plus pour faire monter tes milieux de terrain. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Alors, à la toute fin de la première mi-temps, on a des occasions du côté du Japon, deux importantes. Une de Nakamura qui frôle le premier poteau, une frappe au premier poteau. Hein, il va marquer comme ça aussi, mais il l'a fait déjà en première mi-temps. Et on a Ueda aussi sur cette situation, un petit peu plus de transition, qui va avoir une bonne situation et ça frôle également le poteau. Donc voilà, sur la toute fin de la première mi-temps, on a un Japon qui va se rebiffer un tout petit peu. Mais avant de venir à la deuxième mi-temps, on en vient comment, encore une fois, est-ce qu'on arrive à battre un bloc bas? Parce que je vois souvent des petits commentaires à droite à gauche, ça manque de dynamisme du côté des Pays-Bas, ça manque de propositions. Encore une fois, les photos que je vous ai montrées du Japon, comment est-ce que vous proposez? Moi, c'est toujours ce que je dis en tant que supporter du Barça et en tant que personne qui regarde du foot depuis plus de 20 ans. J'ai essayé de trouver la solution face au bloc bas. Et je vais vous les dire juste après, encore une fois, pour ceux qui ne regardent pas assez mes vidéos. Mais c'est difficile de demander à des joueurs de se proposer et d'avoir de la disponibilité et de l'espace quand il n'y a pas d'espace. Face à un bloc bas, deux lignes regroupées dans leurs 25 mètres à eux, où est-ce que tu trouves l'espace? Les milieux de terrain, Reinders et Gravenberch, ok, ils peuvent décrocher s'ils veulent toucher le ballon, mais décrocher, ça sert à rien, il y a déjà De Jong qui décroche. Du coup, tu vas ramener des milieux de terrain qui vont encore décrocher. Oui, ils vont toucher le ballon, mais ils serviront à rien. Parce qu'il y aura toujours les défenseurs du Japon qui, eux, seront très bien placés. Et on va me dire, oui, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils bougent entre les lignes, etc. Mais ils ont beau bouger entre les lignes. Les gars du Japon, ils sont 10 comme ça dans leurs 25 mètres. Il n'y aura pas d'espace. C'est la chose la plus difficile dans le football, attaquer un bloc bas. C'est la chose la plus compliquée dans le football. Si une équipe a décidé de jouer à 10, 11 derrière dans ses 25 mètres, ça va être extrêmement compliqué de passer ce bloc-là. Alors, il y a des petites astuces pour le faire, mais elles sont limitées. La première des astuces, bien évidemment, c'est d'avoir un jeu ultra dynamique, ultra qualitatif techniquement et en termes d'intensité. Sauf que ça, pour avoir ça, faut être une méga super forte équipe. Pour que techniquement tu arrives dans les petits espaces à combiner, faire des 1-2, à contrôler le ballon comme il faut, pas perdre le ballon, faut être fort. Parce que la difficulté, c'est que dès qu'un joueur des Pays-Bas va toucher le ballon, il y a un joueur japonais qui va lui sauter dessus. Puisqu'ils sont tous compacts, ils sont tous regroupés. Et donc il faut avoir une énorme qualité technique pour t'en sortir. Donc ça peut passer par là, mais surtout après ça passe à travers des points qu'on connaît très bien qui sont les coups de pied arrêtés. Parce que les coups de pied arrêtés, tu peux justement surpasser un bloc qui est bas, puisque au moment où tu tires ton corner ou ton coup franc, t'as pas cette animation en face de toi. Donc les coups de pied arrêtés, exploit individuel, que ce soit en 1 contre 1, fallait plus de prise en 1 contre 1 du côté des Pays-Bas. Gakpo sur son côté gauche, il y allait pas. À chaque fois, il reculait. À chaque fois, il faisait reculer. Doan, il était en 1v1 face à lui. À chaque fois, il jouait très bien le 1v1 et il faisait reculer Gakpo. Tout le temps. Donc t'as pas de joueur, même Somerville sur son côté, pas assez de différence individuelle. Or, ça doit passer par là, par des différences individuelles si tu veux passer un bloc qui est bas. Donc, ce que j'appelle un exploit. Mais un exploit, ça peut être un dribble, ça peut être une passe, ça peut être aussi une frappe de loin. La frappe de loin, c'est une des solutions. Frappe 25 mètres, 30 mètres, ok, ça rentre dans les solutions pour surpasser un bloc bas. Et après, ce qui était intéressant aussi pour les Pays-Bas de pouvoir proposer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les défenseurs centraux qui soient responsabilisés, monter plus. Van Dijk monte plus. On a trop vu Van Dijk et Van Eyck, qui était là, qui était derrière et qui faisait la passe à De Jong, et puis De Jong il se promenait comme ça, et puis après t'avais un Reinders qui venait un petit peu prendre son ballon, décrocher, puis il tournait comme ça. T'es là, mais ça sert à rien si tous les milieux vous décrochez. Alors que si les défenseurs centraux vous avancez, vous faites avancer votre milieu de terrain, vous faites avancer De Jong, vous le rendez plus libre. Si vous faites avancer De Jong, vous faites monter Gravenberch, vous faites monter Reinders, et là vous trouvez plus de décalage. Donc ça aussi, ça peut être une des micro-solutions qui a été utilisée un petit peu plus, notamment en seconde mi-temps, du côté des Pays-Bas.
Mais les Pays-Bas vont te faire la différence et vont marquer leur premier but à travers quoi? À travers un coup de pied arrêté. Ça fait partie, ça rentre dans la liste des solutions pour battre un bloc bas. Alors là, c'est une phase de jeu, mais le coup de pied arrêté tiré par Reinders, il est avant dans cette zone-ci. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la suite de ça? T'as Van Dijk qui est encore en position coup de pied arrêté, donc dans la surface, et qui va marquer de la tête. Mais vous voyez, ça vient d'un coup de pied arrêté. C'est comme ça qu'ils arrivent à trouver la différence. Donc, magnifique centre, hein. Et magnifique tête aussi de Van Dijk sur ce coup-là, qui va très très bien user de sa tête et marquer. Et je sais plus si elle touche le poteau, elle fait poteau rentrant peut-être. Non, très bonne tête de Van Dijk, qui fait pas un match excellent. Malheureusement pour les Pays-Bas, voilà, comme ce qui va se passer vraiment dans ce match-ci, finalement, le Japon décide d'être à réaction. Et quand le Japon décide d'être à réaction, Nakamura décide d'égaliser. Et voilà, le Japon marque. Voilà, si le Japon veut jouer, le Japon va marquer. Une bonne situation de Nakamura, donc le joueur de Reims, qui va se retrouver dans cette position. Van der Broeken fait un très mauvais match, hein. Côté Pays-Bas, le portier hollandais, il est masqué peut-être un petit peu, hein, par son joueur ici, mais je suis pas fan, et surtout sur le deuxième but, je suis pas fan du tout, mais la frappe est belle. Premier poteau, la frappe est donc un petit peu décroisée, il va vraiment prendre son intérieur du pied et casser son pied. Voilà, c'est une frappe qu'on connaît, hein, de plus en plus dans le football moderne, mais très très beau but de Nakamura sur cette situation. Ouais, il est un petit peu masqué, mais tu dois être plus à ton premier poteau pour moi. Mais bon, je ne suis pas gardien de but professionnel, donc je vais peut-être pas me permettre de critiquer cette situation, mais voilà. Et là, en revanche, et après, cette fois-ci, c'est les Pays-Bas qui sont en réaction. Donc, comme je vous le disais, on a un Pays-Bas qui est beaucoup plus intéressant. Les défenseurs centraux sont plus responsabilisés. De Jong se faufile un petit peu plus entre les espaces. Et aussi, il y a quelque chose d'important, le Japon est de plus en plus fatigué. Ça, c'est toujours une des solutions aussi pour briser un bloc bas, c'est qu'au bout d'un moment, la défense adverse, elle est tellement focus, elle est tellement concentrée, je veux dire, à prendre tous ses joueurs en 1 contre 1, ne laisser aucun espace. Faut être méticuleux, hein, pour choisir de défendre de cette manière-ci, hein. C'est un art, c'est une science. Moi, j'aime pas, c'est pas mon football, mais c'est une science. Qu'au bout d'un moment, tu fatigues mentalement et en termes d'intensité. Et tu le ressens sur la deuxième mi-temps, le Japon a beaucoup plus de mal à boucher les angles, fermer les espaces, apporter de la densité. Et ce deuxième but va venir de là. Mais là, on va découper ce deuxième but du côté des Pays-Bas et vous allez voir que c'est une succession d'exploits individuels. C'est que ça du côté des Pays-Bas. Donc ça part ici. Van Dijk qui va trouver une passe entre deux joueurs ici qui est très bien exécutée, qui a la bonne puissance. Donc déjà, ça c'est une prise de risque individuelle. Hop là, ton défenseur central va essayer de jouer vers l'avant dans la verticalité, une passe qui casse une des lignes. Déjà, ça, c'est une prise de responsabilité numéro 1. Gravenberch, par la suite, contrôle très bien. Premier exploit de Gravenberch, 1v2, il va réussir à les dribbler. Grâce à un beau geste technique, pied d'appui derrière la jambe, très beau geste technique. Et là, on est sur le deuxième exploit, du côté de Gravenberch. Ensuite, troisième exploit de Gravenberch, encore une fois, il va dribbler un autre joueur. Là, il le prend, vous voyez, ses pieds là, il le prend à contre-pied. Et donc là, il crée l'élimination, et à travers cette troisième élimination, il va pouvoir créer le décalage pour Summerville. Donc là, déjà, vous avez vu, on est sur un enchaînement d'exploits individuels, finalement, pour que ça passe. Et ensuite, il va trouver Summerville qui, à la différence d'avant, où il pouvait se retrouver vraiment collé à la ligne, malheureusement, et donc beaucoup plus de distance à parcourir, touche le ballon à l'entrée de surface, ce qui change un tout petit peu. Malgré ça, regardez encore la densité du Japon. Malgré ça, et vous avez vu ce qu'il faut, hein. On a une ligne qui a été cassée, on a Gravenberch qui a éliminé 3 joueurs, et même après ça, il y a encore tout ça comme densité du côté du Japon. C'est pour vous dire la difficulté que c'est de passer un bloc bas. Et donc là, Summerville, entrée de surface, va pouvoir rentrer. Et ensuite, c'est le dernier exploit de l'action, c'est la frappe. C'est la frappe, elle est magnifique cette frappe. Regardez tous les joueurs qu'il y a, regardez le gardien qui est bien attentif, poteau rentrant. Magnifique frappe, il ne peut pas mieux frapper. Donc vous voyez tout ce qu'il faut pour marquer un but. Ça part de cette passe-ci, cette prise de décision, élimination de 2 joueurs, élimination d'un 3e joueur, création de décalage, même après ça, il y a encore du monde qui est présent, et ensuite la frappe. Succession d'exploits individuels. Voilà ce qu'a réussi à faire les Pays-Bas pour marquer ce 2-1. À ce moment-là, personnellement, je pense que le match est fini. Il y a un Japon qui est beaucoup plus fatigué. Il y a un Japon en plus qui va devoir jouer vers l'avant pour marquer son but. Donc je me dis, même en contre-attaque, il y aura certainement 3-1. Comme je l'avais parié sur MPP pour les Pays-Bas. Malheureusement, c'est pas le 3-1. Le 4e but va être pour le Japon, pour mon pronostic, et c'est pas grave. Encore une fois, pronostiquez pas de l'argent, hein. Pronostiquer avec vos amis sur MPP, c'est très très bien, vous allez rigoler et c'est très bien, déjà vous stressez pas mal. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent pour stresser.
Faites pas ces bêtises-là. On a regardé ici sur cette situation, là que je vais vous montrer, je vous la montre même pas. On a un De Jong qui va pouvoir trouver un Gakpo. On sent qu'il y a beaucoup plus d'espace. Doan, je vous le disais en première mi-temps, qui prenait vraiment très bien Gakpo. Il y arrive beaucoup moins en deuxième mi-temps. On voit qu'il y a du retard. Ici, Gakpo, il va réussir à faire une différence individuelle, frappe premier poteau. Et il y a des situations comme ça où tu te dis, ouais, le chaos, il doit être du côté des Pays-Bas. Et finalement, pas du tout. C'est donc le Japon qui va égaliser. La Van Dijk, va falloir qu'on parle du niveau de Van Dijk depuis quelques années quand même, ça commence à être assez critique. Mais bon, pas grave, il est grand, il est puissant, du coup on peut pas critiquer Van Dijk. Très belle tête de Ogawa, si je dis pas de bêtises, qui va marquer ce but-là. Encore une fois, Van der Broeken, pas exemple de tout reproche. Je crois qu'elle est légèrement déviée, donc c'est toujours difficile d'arrêter une frappe déviée. On en a parlé tout à l'heure avec Manuel Neuer. Mais là, la frappe, la tête, elle est pas en lucarne. Hein. Là, un gros gardien, ça stoppe pour moi. Un gros gardien, ça stoppe cette situation. Malheureusement, je peux pas vous la montrer. Mais vraiment, dans mon souvenir, c'est une erreur aussi du gardien là-dessus. Donc voilà, les Pays-Bas. Petite clim pour les Pays-Bas. À voir par la suite, parce que ce groupe-là risque quand même d'être intéressant. Donc bien évidemment avec la Tunisie qui sera présente dans ce groupe-ci. On n'oublie pas avec la Suède aussi qui peut faire la surprise, pourquoi pas. Mais là, le match nul, est-ce que ça arrange une des équipes? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'était vraiment un très beau match. Tactiquement, on a vu des choses très différentes. Le Japon, pour les surprendre, va falloir le faire parce que s'ils font tout le temps leur bloc comme ça, c'est difficile. Quand ils commencent à presser, ils sont très intéressants. Les Pays-Bas, par contre, va falloir à certains moments un petit peu se réveiller et que des individualités qui ont vraiment de la qualité prennent leurs responsabilités. Les gars, il y a Gravenberch, il y a Reinders au milieu de terrain. Allez, prenez le ballon, comme tu fais Gravenberch en deuxième mi-temps sur le deuxième but. Hop, t'élimines, élimination. Prenez en responsabilité parce que sinon, ça va être très compliqué. Malgré tout ça, il y a quand même de la qualité, on va pas se mentir. Même Somerville, le deuxième but, il y a quelque chose. Gakpo, à certains moments, il peut créer. Malen, à certains moments, tu sens qu'il en a sous le pied. Il y a une belle équipe quand même du côté des Pays-Bas. Ils peuvent faire un petit peu mieux, je pense. Et s'ils avaient été plus matures, ils auraient dû gagner ce match ici. Mais bravo au Japon d'être revenu mentalement, d'avoir été cohérent. Vraiment. En fait, le Japon, vraiment, dès qu'ils ont adopté une tactique, quasiment, à part peut-être pendant 10-15 minutes en seconde mi-temps, ça a été bénéfique pour eux. Dans leur manière de défendre, à chaque fois, ils ont su bien le faire. Donc vraiment, bravo à eux. Et bravo pour ce match-ci, parce que franchement, on s'est régalé. Prochain match de la soirée, Côte d'Ivoire-Équateur. Hâte de voir demain matin ce que ça va donner, parce que oui, je vais aller dormir, il y a le boulot après, ça va être un peu compliqué. Mesdames et messieurs, bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez ce débrief. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo.